ça la douche. Et dès que la musique est finie, on mange. Oui. Merci d'avoir que sur moi. Hein. J'ai illuminé. Le trip Jésus, c'est pas que pour moi. Hein. Ou alors ça vaut risque et péril. Hein. Bonsoir, bienvenue à l'Esprit Frappeur et merci d'avoir bravé les consignes, les contraintes et la pluie pour venir écouter ce débat avec trois auteurs de l'Association vaudoise des écrivains. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre de proximité par rapport à moi. Donc je commence par Olivier Chapuis. Né en 1969, il est l'auteur de nombreuses nouvelles et de 5 romans parus chez BSN Press, L'Âge d'Homme et Encre Fraîche. Il a co-présidé et présidé l'Association vaudoise des écrivains de 2011 à 2019 et fait partie des membres fondateurs du désormais célèbre Café littéraire des dissidents de la pleine lune. Et tout frais sorti de presse, son roman Balle perdue met en scène l'idolâtrie. Pas perdu. Balle neuve, pardon. Ah, elles ne se perdent pas, justement. Neuve. Bien. Met en scène l'idolâtrie ainsi que les agacements et les jalousies qu'elle suscite. À côté, Philippe Testa, né en 1966, travaille comme enseignant à Lausanne. À ce jour, il a publié 6 ouvrages, dont Love et Sonny, qui lui a valu le prix du roman des romans en 2009. À travers son écriture, il explore habituellement le désenchantement de la société contemporaine. Paru chez Elie Sellas début 2020, L'Obscur est un roman d'anticipation qui lui permet d'exacerber les tendances qu'il observe. Philippe Testa se consacre également à la musique. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Ça n'est plus d'actualité. D'accord. Et il a fait partie d'un groupe punk rock. Et Pascal Oumar, né à une date mystérieuse, mais probablement pas très éloignée des deux autres. J'ai trouvé aucune trace à ce sujet. Il est lui aussi enseignant en Suisse romande et auteur d'une trilogie qui met en scène l'inspectrice et bientôt commissaire Antonia Crestaille, dite Cristal. Antigona. L'occasion pour lui de faire quelques détours par l'Antiquité dont les langues et la mythologie le passionnent.
paru aux éditions Mon Village en 2020, Acrostiche est le dernier volume de cette série d'enquêtes policières, donc de cette trilogie. Alors ce débat a pour thème la peur entre les lignes. Donc avant d'en venir à la peur et un petit peu à l'entreligne, je vais déjà vous demander peut-être à chacun des trois de situer brièvement le propos du livre pour les personnes qui n'auraient pas encore lu, enfin qui auraient eu de la peine à lire vu qu'il vient de sortir aujourd'hui ou qui ne l'ont pas encore lu. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on commence avec Pascal peut-être? Non, volontiers. Bien sûr, pas de problème. Comme c'est une trilogie, je ne vais pas trop parler du troisième tome qui est le tome conclusif. Je vais plutôt vous situer le contexte général de la trilogie qui s'égrène sur 2 années et demie en fait, entre 2014 et 2016, qui se déroule à Lausanne et qui va mettre en scène une brigade qui n'est pas très connue, de la brigade de la judiciaire, donc la crime comme on l'appelait autrefois, et comme on l'appelle depuis une année aussi, ainsi, de la police municipale lausannoise. Autrement dit, avec ces 3 tomes, on entre dans le quotidien très perturbé par les événements, des événements plutôt extraordinaires, mais on entre dans le quotidien ordinaire de cette brigade lausannoise. Est-ce que ça suffit ou... On y reviendra de toute façon. Voilà. Philippe, Bien sûr, très volontiers. Donc, peut-être je vais vous parler du point de départ de l'obscur, parce que ça permet peut-être de comprendre un petit peu de quoi il est question. Il y a quelques années de ça, avec mes filles, je regardais souvent des films post-apocalyptiques que j'aime beaucoup, qu'elles aimaient beaucoup, et j'étais toujours un peu frustré parce qu'il n'y avait jamais vraiment d'explication qui était donnée sur comment la situation en était arrivée là. Et puis je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut en arriver à des situations comme elles sont présentées dans certains films post-apocalyptiques ou certains romans post-apocalyptiques. Et donc je me suis dit, tiens, essayons d'imaginer comment les choses se passent au moment où justement ça bascule entre la société d'avant et une sorte de société d'après. Et donc l'obscur parle de ça, ça parle justement du basculement entre une société avant, qui est en fait la nôtre, un peu exagérée mais qui est la nôtre, avec quelque chose qui se passe après. Et la société qui est au départ de l'obscur, c'est une société qui est marquée par une compétitivité entre les êtres qui est beaucoup plus forte que la nôtre, mais qui ressemble beaucoup à la nôtre, un monde du travail qui est beaucoup plus dur que le nôtre, donc une société qui est la nôtre, on a un petit peu exagéré, société dans laquelle des pannes de courant récurrentes amènent il y a des blackouts de façon récurrente, et les gens sont habitués à ça. Et puis un jour, l'électricité finit toujours par revenir, et puis un jour, l'électricité ne revient pas. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est de ça dont parle l'obscur. L'obscur étant naturellement une référence à la fois à l'obscurité réelle, physique, l'absence de lumière, mais aussi à l'obscurité de l'âme humaine. D'où le fait certainement que je sois ici ce soir pour parler de roman noir, parce que c'est pas du tout un roman de policier, mais si c'est un roman noir, c'en est un, puisque voilà. merci. Ça, Olivier. Oui, alors moi, c'est pas un roman noir, puisqu'il est plutôt bleu, comme ça, mais il y a quand même un drame. En fait, c'est une mise en abîme, donc j'ai mis en scène à la première personne, du singulier, un écrivain un peu moyen, quoi, dans le ventre mou du championnat des écrivains, et puis qui est très agacé finalement par la lignée de victoire de Roger Federer, qui cumule, qui finit par gagner un 20e Grand Chelem, c'était en 2018 je crois, et puis il en a marre et il s'ouvre à son mentor, un type qui est beaucoup plus connu que lui, et puis qui lui dit, mais écris sur le sujet. Donc il va écrire et mettre en scène un personnage, alors qui n'est pas écrivain lui, qui est vendeur dans un grand magasin, et puis qui va accumuler des frustrations à longueur d'années, avec sa femme, ses enfants, son boulot, sa vie, et qui va vouer de plus en plus une grande détestation pour ce champion, jusqu'à commettre, ou essayer de commettre, ça je ne le dis pas, l'irréparable. Voilà, c'est le canevas de l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé déjà quelques questions sur le thème héros ou anti-héros, parce que dans chacun de ces 3 livres, il y a quelqu'un, donc que ce soit Roger Federer, que ce soit l'inspectrice Cristal, ou que ce soit la responsable RH de l'entreprise où travaille le narrateur de l'Obscur, donc quelqu'un qui incarne la réussite.
ces personnes semblent avoir toujours une longueur d'avance sur les autres. Et j'aimerais savoir quelle réaction ça suscite chez les autres personnages. Bah, disons, moi, très clairement, ça va cumuler tellement de frustration chez le personnage créé par l'auteur que ça va exploser. Hein, un cumul de frustration qu'on n'arrive pas sans exutoire ou avec des petits exutoires quotidiens mais sans grand exutoire, bah, ça finit par faire une cocotte minute qui a la vapeur qui sort de tous les côtés et puis pour finir, tout explose dans la cuisine. Pour moi, c'est clairement ce qui va arriver avec, donc bah, je ne vais pas donc dire ce qui va se passer, mais il y a vraiment l'idée de la cocotte minute qui finit par nous péter à la figure. C'est vrai que moi j'ai toujours des personnages qui sont des gens qui réussissent, mais plutôt que de regarder ce que ça fait chez par exemple le héros, le narrateur qui est confronté à des personnages comme ça, j'essaie toujours de voir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réussissent, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à réussir. Et c'est vrai que les questions de compétitivité, comme je le disais avant, sont des thèmes qui sont récurrents dans ce que j'ai écrit. Et aussi d'essayer de comprendre les causes, les facteurs et les conséquences de cette compétitivité. Dans le troisième tome, Acrostiche, Antigona est confrontée à. Donc, c'est la commissaire, puisqu'elle devient commissaire sans en avoir encore le titre dans le troisième tome. Elle est confrontée à un tueur en série. Et comme c'est le cas presque par définition, si le tueur peut être tueur en série, c'est parce qu'il a de l'avance sur ceux qui le cherchent, qui essayent de le démasquer, si vous permettez l'expression. Donc elle connaît cette frustration que connaissent tous les inspecteurs, tous les policiers, les gendarmes aussi, hein, tous les enquêteurs face à un tueur en série. Est-ce qu'elle pourra mettre fin à cette frustration en l'attrapant? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors vous êtes deux sur les trois à avoir explicitement évoqué le terme de frustration. Il m'a aussi semblé la déceler chez le anti-héros, on va dire, de Philippe. Alors de quoi se nourrit cette frustration et qu'est-ce qui l'exacerbe? Pas tous à la fois. En tout cas, si je prends la parole en premier, Oui, je t'en prie. pour continuer dans ce que je venais de dire, ce qui est très frustrant pour Antigona, c'est qu'à un moment donné, là je ne spoil pas vraiment parce que c'est un passage qui apparaît à la fin du tome 2 en extrait de présentation. La frustration est immense pour elle parce qu'elle se fait elle-même rattraper par l'enquête qu'elle essaye de mener, dans le sens où elle se fait à son tour suspectée. Et même elle est suspectée d'être complice, même peut-être d'être la tueuse en série ou le tueur, comme épicène, hein, en série qu'on recherche. Donc quelle plus grande frustration que celle d'un enquêteur, d'un limier qui se fait baguer et qui, pendant un temps en tout cas, ne peut pas continuer son enquête. Bon, qui dit frustration, on dit forcément jalousie, envie, etc. Et c'est vrai que, comme je le disais, c'est des thématiques que j'aborde régulièrement. Dans mon livre précédent, Mal Occidental, qui est un recueil de nouvelles, j'avais mis une exergue de Jean-Jacques Rousseau qui disait que la vanité et l'envie, la jalousie des autres, c'était un moteur essentiel des comportements humains. Donc, ce qui est intéressant, si on parle de frustration, c'est de mettre peut-être en scène des personnages qui sont frustrés, mais d'essayer de comprendre pourquoi ils sont frustrés, d'où vient cette frustration, d'essayer d'en démonter les mécanismes, afin de mieux comprendre, afin de mieux mettre à distance. Et personnellement, je ne pense pas tellement que je parle de frustration, mais plutôt j'ai toujours des personnages qui essaient d'être un peu critiques par rapport à ce qui les entoure, par rapport à d'autres personnages qui, eux, font preuve de jalousie et d'envie, qui sont des... Enfin, on est tous envieux, on est tous jaloux de certaines choses, et donc tous frustrés. Mais voilà, ça m'intéresse plus d'essayer d'en parler, d'essayer de décrypter, d'essayer de mieux comprendre. Oui, moi je crois que c'est la comparaison qui finalement crée beaucoup de frustration. C'est-à-dire que c'est bien dit, on peut être riche
Mais c'est pas le problème d'être riche, c'est de le montrer. Mais évidemment, si on est riche et qu'on ne le montre pas, à quoi ça sert d'être riche? Je suis bien d'accord. Et puis là, dans cette histoire, c'est pareil. Mon personnage, qui est un peu un loser, enfin, un gentil loser, enfin, qui est vraiment dans la moyenne, dans la basse moyenne, bah, il voit les champions gagner, surtout un, mais il y a plein de choses. Il y a des stars, il y a des gens qui ont l'air d'avoir aucun défaut, qui gagnent tout le temps, qui gagnent des millions, etc. C'est la comparaison, je pense. S'il n'y avait pas cette comparaison, est-ce qu'on serait autant frustré dans la vie en général? Il y aurait de toute façon des frustrations, mais est-ce qu'elle serait aussi violente? Est-ce que ça déclencherait des réactions aussi fortes? Mais les hommes se sont toujours comparés, en fait. C'est ça, voilà. Oui, mais c'est un défaut très humain que les hommes ont plus ou moins. Certains sont peut-être plus enclins à ça, mais c'est un défaut qui est très et qui remonte à très loin. Enfin, voilà, les anciens qui construisaient des tombes qui étaient les plus belles que ceux du voisin pour continuer au-delà de la mort à être encore, je sais pas, à être meilleur, plus beau, plus ci, plus ça. Voilà. Oui, dès qu'ils ont été deux, il y a une comparaison. Bah, un seul être humain, ça va, il se compare à qui? À deux, évidemment. Bon, alors, là, quand il est tout seul, c'est peut-être encore pire parce qu'il se compare à lui-même et puis c'est là que le bas commence à baisser. Je sais pas. Hein. Oui, alors là, Je oui, pose la question. effectivement. Il est face à son reflet, et puis je sais pas. Je sais pas si toi, quand tu te regardes le matin dans le miroir comme ça, tu te. J'ai un peu peur parfois, mais ça dépend de l'éclairage. T'as de la chance, hein, parce que moi, c'est quel que soit l'éclairage. Alors, donc, il y a, dans ces romans, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous trouvez plus intéressant de prendre pour personnage principal, pour héros, plutôt un loser qui se complaît dans la médiocrité de son existence, ou au contraire une incarnation de la morale, de la justice, du flair, de la réussite, donc, dont on sait qu'elle va finir par triompher. Pourquoi le choix que vous avez fait finalement dans ce roman? Et puis est-ce que c'est un choix récurrent? Est-ce que c'est un type de personnage qui vous intéresse plus? Bon, j'ai pas lu ton livre, Olivier, mais j'ai l'impression, d'après ce que tu as décrit, tu l'as assez bien décrit, que tu es plutôt du côté anti-héros. Donc je vais pas parler pour toi, mais j'ai l'impression que de ce côté-là, toi et moi, on a le même genre de personnage. Alors Pascal, je sais pas, peut-être aussi. Voilà. Mais son truc. Je sais plus où j'en suis maintenant, là je me suis perdu. On parlait de anti-héros, voilà, enfin voilà. de loser. Mais ce qui est intéressant, enfin bon, je sais que moi personnellement, j'ai toujours été assez critique vis-à-vis du comportement humain, de la société en général, et donc forcément trouver quelqu'un qui n'est pas forcément sûr d'incarner le bien et le juste et le beau et l'éthique, mais d'avoir quelqu'un en tout cas qui est critique, ça c'est sûr. Donc est-ce que le fait d'être critique, ça fait forcément du personnage un anti-héros? J'en suis pas sûr. Mais donc je ne sais pas si nos personnages sont des anti-héros, en tout cas ce sont des personnages critiques, ça ils le sont, toujours, ça c'est clair. Oui. Et puis certainement qu'un personnage qui est plutôt un anti-héros, c'est quelque chose qui permet de l'incarner plus. Qu'est-ce qui est intéressant quand on parle des hommes, c'est plutôt leurs failles, leurs défauts, et leur part d'ombre, plutôt que de la perfection. Enfin, personnellement, je me verrais mal en train de décrire un personnage parfait, je ne vois pas très bien par où commencer, par où aller ensuite, et par où finir. Donc, voilà. Voilà, Federer qui est parfait. Enfin, oui, mais justement, voilà. ce qui est intéressant dans le personnage de Federer, c'est qu'il a cette image-là. Mais moi, si je devais parler de lui, ce qui m'intéresserait, ce serait cette façade qui est effectivement tout à fait assez parfaite, hein, familiale, enfin, du point de vue familial et tout ça, c'est d'essayer de regarder derrière. Pourquoi est-ce qu'il est aussi bon que ça? Qu'est-ce qui le pousse? C'est quoi son moteur? C'est quoi qui le motive à effectivement se dépasser? En quoi est-ce qu'il est aussi bon que ça? Alors peut-être que c'est un être humain d'exception, c'est possible, moi j'ai rien ni pour ni contre lui, mais je pense qu'à moins essayer d'aller chercher dans les zones d'ombre, et certainement qu'il en a, pour la question, certainement qu'il en a, sinon ça n'a aucun intérêt. Parler de la perfection, voilà, on prend un magazine page glacée, puis ça suffit, quoi. C'est vrai qu'en écrivant, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des T'as matchs, découvert des trucs? et j'ai découvert d'autres qui sont là-dedans, des anecdotes sur lui, sur des choses qui peuvent le rendre un peu moins parfait, mais ce qui est bien justement. Plus humain. Voilà, quand il cassait ses raquettes à 15-16 ans à tour de bras parce qu'il s'énervait, ça on le voit plus, on se dit oh il fera jamais ça, mais il l'a fait alors je sais pas combien de fois, etc. Donc je trouve intéressant. Et Pascal, peut-être, ton avis sur la question? Mais je trouve intéressant, j'ai pensé que tu as parlé de loser comme ça, de héros loser, j'ai pensé à Gilles de Montmolin, qui est à la salle, je vois personne, donc je sais pas où. Merci Pascal. Mais j'ai pensé à Gilles parce que... Ça, c'est de l'amitié. Pas à Gilles, mais oui, un petit peu quand même. Non, mais au type de héros qu'il a déjà développé dans l'un ou l'autre de ses romans noirs,
Et voilà, je voulais te faire ce petit tribut, parce que je trouve que tu as bien exploité ce thème. Et je trouve intéressant ce que tu disais, Philippe, par rapport à l'anti-héros. Je me demande si on peut parler d'autres. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'est un petit peu une extension peut-être de ce que tu as dit. Je me demande dans quelle mesure on peut parler d'anti-héros dès le moment où il est déstabilisé, il est ôté de son piédestal. Parce que quand on pense à un anti-héros, on pense à l'opposé absolu d'un héros. Et qui ne soit pas le méchant, mais quelqu'un qui ne puisse justement pas comment dire, détenir ses propriétés, ses qualités du héros. Donc la définition de l'anti-héros, elle est peut-être toujours à refaire. Et donc dans ton livre, enfin dans ce dernier tome de la trilogie en particulier, comment tu situes ton personnage par rapport à cette dichotomie héros-anti-héros? Tu poses à Antigona Crestage. Oui, oui. Ben, Antigona, elle se situe justement, elle est du début à la fin, puisque c'est une continuité hein, de sa personne. Elle est déchirée par l'idéal qu'elle a, un idéal éthique qu'elle essaye de poursuivre dans l'exercice de sa profession, et les limites qu'elle voit à cette profession, dans le domaine par exemple de la justice. Donc elle voit que être juste, c'est des fois aller à contresens de sa déontologie, de la déontologie de son métier. Et elle est sans cesse tiraillée par ce qu'elle appelle son Créon et son Antigone, qui fait référence à la légende d'Oedipe, plutôt au mythe d'Oedipe, on devrait dire dans ce cas-là. La justice ou bien la vérité. Et ces deux idéaux qui n'ont l'air de rien comme ça, la différence n'a pas l'air d'être énorme, mais ça donne un certain rythme à la personnalité d'Antigona. Est-ce que tu voudrais nous lire un petit extrait peut-être où on verrait un peu mieux apparaître cette personne? Ah, j'avais pas prévu ça, mais... Alors un petit extrait pour qu'on se fasse une idée, disons. Je vais vous demander... Enfin, j'ai prévu deux extraits, mais pas il ne s'insère pas dans cette thématique. J'ai prévu des extraits qui parlaient de la peur entre les lignes. Alors on peut venir plus tard sur l'extrait si tu préfères. Comme on avait dit deux extraits, je ne vais pas en ajouter. Ok. Alors justement, j'avais prévu d'en venir à la peur, ça tombe bien. Alors votre personnage principal, qu'est-ce qu'il a à perdre au fond? Alors le mien, il a à perdre sa femme, donc il est très amoureux, c'est une longue relation, ils ont 3 enfants. Et puis voilà, bon, je peux le dire, il finit quand même par la perdre à un moment, mais je pense que c'est vraiment ça. Après, il aimerait d'autres choses, alors il a à perdre peut-être ses ambitions, ou je sais pas, on a tous quand même envie de certaines choses, et puis ça aboutit pas, et ouais, c'est ça aussi. Mais je pense que c'est surtout sa femme qu'il a peur de perdre. Et puis peut-être quand on a trop peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, bon, on finit par perdre, comme quand on a peur d'avoir une maladie ou je ne sais quoi, ça finit par arriver. Ce qui nous conforte dans l'idée qu'on a bien fait d'avoir peur. Donc c'est peut-être ça aussi. Est-ce que ton extrait s'insère dans cette thématique de la peur? Non, pas forcément. Alors vous me faites signe, vous, quand vous pensez que votre extrait est bienvenu, hein, parce que je ne sais pas lequel vous avez choisi. Donc j'ai posé la même question aux 2 autres auteurs. Je sais pas, la peur... Qu'est-ce qu'il a à perdre dans ton personnage? Il sait pas. Il sait pas. Non, il sait pas. Moi, je sais pas ce qu'il a à perdre non plus. Enfin, donc, non, la peur... Pourtant, à un moment, il va se battre quand même. Non, je crois pas qu'il se batte. C'est pas, pas violent. Non. Non, je crois pas qu'il se batte. Je vais pas trop dévoiler, mais enfin, il y a une situation où à un moment donné, il s'en sort là où d'autres s'en sortent pas, disons. Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu le hasard. Hein. C'est un peu le hasard. Ah ouais, c'est un peu, justement, c'est un peu le message, quoi. C'est le mec c'est vraiment plus que lambda qui aurait dû y passer et puis pourtant qui y passe pas. Mais il n'y a aucune raison, il n'y a aucune explication, c'est le hasard complet. Donc voilà. Donc, à un moment, est-ce qu'il a peur? Je sais même pas s'il a peur en fait, je crois pas.
ouais, il a peur de tas de choses, mais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et la peur, c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup. Enfin, c'est pas une des thématiques qui guide mon œuvre. Hein. Donc, je sais pas. Antigona, en tant que chef de brigade femme, à l'époque, en 2015, il n'y avait pas de femme en Suisse qui était chef de brigade. Maintenant, oui, il y en a, même en Romandie. Donc les choses évoluent heureusement assez vite. Et donc elle a tout le temps, peut-être pas la peur, mais la pression sur elle de démériter. En tant que femme, elle est jeune, elle présente plutôt bien. Et toutes ces qualités intrinsèques peuvent pourtant s'avérer être des boulets à un moment donné. Mais si c'est le moment, je vous lis un extrait qui parle de la peur qu'elle pourrait avoir. Imaginez que vous avez eu la visite d'un prêtre qui vous a fait une confession. Un petit peu à l'envers. Hein. Mais vous avez partagé une heure très très forte avec cette personne que vous ne connaissiez pas. En plus, elle vous a appris des choses sur l'enquête que vous menez. Et puis cette personne, eh bien, elle a appris que le père Yeong avait été retrouvé mort dans un confessionnal de la basilique Notre-Dame du Valentin, les veines ouvertes, dans des circonstances qui auraient fait penser à un suicide si l'on avait découvert à ses pieds un bistouri. La chef de brigade n'avait pas eu le temps d'affranchir son adjoint sur les révélations de la veille qu'elle rejoignait Timomo sur les lieux du drame. Pas beau à voir, chef, l'avertit le colosse. Sans répondre, elle chaussa les protections que lui remit un gendarme. Tenez, voici un masque. Décidément. La retint-il comme elle se pressait vers le confessionnal. T'en veux pas, il va pas bouger de sitôt, à moins qu'il y ait une résurrection tous les 2000 ans, crut bon d'ajouter son adjoint, recueillant cette fois-ci un regard agacé de sa part. Figure-toi que je connaissais le père Géang, fidèle simplement. Ce dernier, vêtu de la chasuble sur l'aube et l'étole, à la façon d'un prêtre préparé pour la liturgie, avait gardé sa position assise. Et comme il avait le menton baissé, sa barbe enfonçant le haut de sa poitrine, dissimulait, cruellement, la petite croix en bois qu'il portait au collier. N'eussent été les filets de sang séché qui maculaient son torse, on aurait pu croire qu'il s'était endormi pendant la confession particulièrement fastidieuse d'une bigote de plus, d'une bigote de trop. Riffler, de l'identité judiciaire, et Julien Cheta se tenaient agenouillés au pied du cadavre. Ils relevèrent en même temps la tête vers la chef de la crime, et le scientifique lui demanda s'il connaissait la victime. Affirmatif, répondit l'inspectrice troublée. Depuis hier, en fait. Et elle va réagir à toutes sortes de sentiments qui accompagnent ce trouble, dont la peur, d'une manière assez insolite, si l'on veut, puisque, après avoir échangé un court dialogue avec les deux policiers, elle s'éloigne. Pour faire le tour de la basilique, déambulant d'un pas méditatif du narthex au transept, s'arrêtant sur telle toile exposée, telle inscription latine figurant sur une tombe princière. Timomo la regardait faire, se demandant si c'était là une manière de patienter ou bien d'investiguer. Eusebio, elle se souvenait, disait qu'elle aimait prendre le temps de renifler les lieux, à la manière d'un limier sans laisse ou maître, ni maître. Que dans les moments critiques, alors que tous les projecteurs étaient rivés sur le même objectif, elle, ne consacrant à la cible qu'un rapide coup d'œil, se dépêchait de prendre son temps et s'en allait renifler, s'attardant sur des détails ou des éléments apparemment sans rapport les uns avec les autres. Ce genre d'attitude lui avait valu de rester dans l'ombre pendant les premières années de sa carrière d'inspectrice, tant on favorise ce qui fait du bruit, ce qui en met plein la vue, ce qui fait du fait, en un mot, la rentabilité. Ce mot, tout comme le concept, Antigona les haïssait par-dessus tout. Il faut des résultats, produire, ici et maintenant. Et il s'avérait que toute la société était atteinte par cette peste. La police en mourait, le sens du devoir des fonctionnaires se trouvant vilipendé, détourné de sa noblesse originelle pour servir une logique axée sur la productivité, sur le chiffre, sur la quantité. L'inspectrice ne comptait plus les catilinaires que Staublé avait pu vomir sur le système.
accusé de tout judiciariser, standardiser, virtualiser, déshumaniser. C'est faux comme on ne produit rien quand on reste dans le quantitatif, avait lâché pour sa part la jeune Laura, un jour qu'on débattait du sujet. En l'entendant, Antigona en avait tressailli intérieurement, comme si son cœur applaudissait en battant de ses deux ventricules. Sacrée gamine que cette Laura. C'est par de telles sorties qu'on peut entrer en amitié avec quelqu'un. Merci. Alors moi j'ai aussi trouvé un extrait, donc Philippe m'a demandé de lire. Merci Sabine. Voilà. Et j'ai trouvé un extrait aussi où la peur est quand même bien présente, donc je vais lire ce petit passage. Et peut-être je laisserai le soin à Philippe ensuite de nous situer. C'est un passage qui préfigure aussi quelque chose qui viendra plus tard. J'ai trouvé ce cahier et je vais l'utiliser pour continuer mon log. Les instruments ne sont plus fiables. Il y a sans arrêt des pannes et des dysfonctionnements qu'on n'arrive ni à expliquer ni à réparer. Andrei est mort hier. Ça fait la 6e personne qui meurt en l'espace de quelques semaines. Et toujours impossible de rentrer en contact avec Houston 2. On est coupé de la Terre, des autres humains, complètement seul sur ce monde désert. On a démonté et remonté plusieurs fois tout ce qui pouvait l'être. Mais personne n'arrive à localiser le ou les bugs. Je me demande si au centre de contrôle, ils pensent qu'on est tous morts. Certains disent qu'il y a peut-être eu une blitzkrieg, que l'ASU a été démantelée faute de fric, qu'ils nous ont lâchés. L'ambiance est tendue entre nous. La solitude. La peur d'être le suivant. Sans compter cette absence d'explication. Toutes les analyses qu'Osamu et moi avons faites ne montrent rien. La maladie qui a tué les autres ressemble à rien de connu. Ces causes sont impossibles à isoler. Les examens aboutissent à zéro. Aucun bacille, aucune bactérie, aucune mutation, nada. On se demande s'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose d'infime, d'indétectable et qui passerait à travers les filtres. Ou s'il s'agit d'une intoxication, d'une contamination virale d'un type inconnu. À moins que le rayonnement solaire attaque la membrane des cellules. Virashlam Baghi dit même qu'il y a une sorte de radiation naturelle du sol, imperceptible mais suffisante pour avoir un impact sur nos organismes et les affaiblir. On parle que de ça. Tout le monde répète en boucle sa petite théorie personnelle, au point que ça donne l'impression que tout le monde cause tout seul et que personne n'écoute. C'est désespérant. Quelqu'un, je crois que c'est Grobius, a même eu le culot de dire que grâce aux morts, on a plus de nourriture à disposition. Personne n'a réagi, certainement parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, alors bon, effectivement, en même temps, c'est pas le narrateur. Non, c'est pas C'est pas le narrateur, donc ça demande une petite explication. Ça, en fait, c'est le journal manuscrit d'une des colons qui avait été envoyée sur Mars. Et en fait, il y a 33 personnes qui ont été envoyées sur la planète Mars et ces 33 personnes meurent pour des raisons inexpliquées. Et donc, voilà, c'est une sorte de petite parenthèse dans le roman où tout à coup les terriens découvrent que l'expédition martienne est un désastre complet, non seulement un désastre, mais en plus ils sont obligés d'envoyer un robot pour. Et les images que montre le robot montrent qu'il y a des corps qui ont été dépecés. Enfin, je passe les détails, je vous laisse imaginer de ce qui s'est réellement passé. Donc effectivement, voilà, elle a peur de mourir, elle le décrit très bien dans la suite. Voilà, quand elle est en train de mourir, elle continue à écrire un peu jusqu'à la fin. Et donc, voilà, elle parle de la mort, elle parle du froid qui s'installe, elle parle de l'obscurité, elle parle de choses qu'elle commence à voir, parce qu'avec la fin, forcément, il y a des hallucinations. Donc oui, effectivement, il y a de la peur. Voilà, c'est bon. Merci d'avoir lu Sabine, hein, parce que c'est vrai que je peux lire, parler ne me dérange pas, mais lire, j'aime pas. Donc j'aime bien lire les livres des autres, si jamais, mais pas les livres. Et donc Sabine a une immense amabilité. C'est une troisième fois d'avoir... Alors la peur, elle se situe où chez Pascal, chez Olivier, la peur, l'angoisse?
je crois que chez moi, il a peur de ne pas arriver à ses objectifs, puis d'être rien finalement, de ne pas vraiment exister. Enfin, il existe forcément, mais il fait des choses, il est quand même à son travail, il est quand même dévoué, et puis ses capacités sont reconnues. Mais jusqu'à un certain point, il aimerait aller plus haut. Enfin, voilà. Et je crois que c'est vraiment la peur d'être un peu ignoré, de ne pas vraiment être là, tout en étant là. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Quand c'est le moment de ton extrait, tu m'as Mais dit. j'ai pas de moment, c'est à toi de me dire quand je peux le lire, j'en ai deux, donc il faut pas qu'ils se cumulent à la fin. On va demander à Pascal peut-être pour lui la peur et l'angoisse, puis peut-être qu'après on va écouter ton extrait. Oui, volontiers. Juste une chose avant, ce que je trouvais amusant dans le passage que j'ai lu de l'affaire Saint-Roch du tome 2, en écoutant un petit peu ce que Philippe avait dit avant, il semblait qu'on parlait un petit peu aussi de la compétitivité. Et voilà, c'est un petit lien que j'ai vu comme ça. Maintenant, la peur principale que vit Antigona, elle touche les siens. Parce que dès le début de la trilogie, et vous verrez, c'est jusqu'à la fin, vous pouvez imaginer, elle a peur pour les siens. Pour elle, bien sûr, mais aussi pour les siens. Parce qu'à chaque fois, son cercle intime va être impacté. Et c'est ça qui va produire le plus grand sentiment de peur pour elle. Voilà. Tu veux me lire l'extrait? Oui, alors je prends le micro là sur la musique. Ça marche. La quinzaine de Wimbledon tend à son dénouement. Au programme des demi-finales, on trouve 4 hommes de nationalités différentes, dont un Suisse, celui-là même qui a battu le champion Pete Sampras en 5-7 sur ce gazon londonien 2 ans plus tôt. Axel Chang rentre chez lui en ce vendredi gazouillant, l'esprit encore occupé par une journée de travail pareille à n'importe quelle autre. Toutes ces journées se complaisent dans une routinière quiétude, malgré ses compétences, la satisfaction de sa clientèle et les compliments de sa hiérarchie. Comme la plupart de ses semblables, il tend à autre chose, à davantage de responsabilités, à un poste plus inventif. Il se verrait bien chef de succursale, ou responsable RH, pourquoi pas, même s'il détesterait licencier et qu'il ne saurait pas sur quels critères engager. Sous-directeur lui conviendrait bien sûr, l'antichambre du pouvoir. Il n'aime pas ce mot. Il a horreur des dérapages qui en découlent, mais ce genre de poste quand même, enfin voilà. Pour l'instant, il n'est rien de tout ça. Sa veste sur l'épaule, lunettes et de noir. Il pense à ses 3 enfants dont il est fier, même s'il n'a encore rien étincelé de bien concret. 4, 6, 8 ans. Un échelonnage régulier, métronomique, sorte de matraquage reproductif. Voilà ce dont il est fier, se multiplier soi-même. N'est-ce pas une belle manière de faire corps avec les mathématiques, donc avec la vie, de digérer les nombres, d'aplanir les décimales, et de perpétuer, puisque la vie appelle la vie, comme les victoires à Roland-Garros ou Melbourne déclenchent les suivantes, en un savant appel d'air, engendre ce besoin, ce désir d'être encore acclamé, porté au nu, glorifié, héros sur terre battue ou gazon, indoor, outdoor, champion au nom coulé dans le bronze de l'immortalité. Tandis qu'il remonte la rue en direction de son immeuble, dont il aperçoit le toit plat et verdoyant de plantes grimpantes, arrosé d'un soleil déclinant et d'une fine pluie déployée en arc-en-ciel, Axel Chang pense à ses enfants, puis par association d'idées, à son salaire, qui n'atteindra jamais les sommets. Businessman, star du cinéma, sportif de haut niveau, mafieux, 4 catégories d'humains nantis à laquelle il n'appartient pas, à laquelle il n'appartiendra jamais. L'évidence lui brûle l'esprit. Il se rassure comme il peut. Son salaire, que l'on pourrait qualifier de frugal, voire ascétique, nourrit sa famille sans excès. Heureusement que Marie assure un complément. À 50% et à domicile, une aubaine avec 3 enfants. Elle masse sa clientèle sur fond de musique zen, dans la pièce où dort Marcel, le cadet, situé à droite de la salle de bain.
La cajole, la console, la remet sur pied du mieux qu'elle peut, car les gens ont tendance à devenir bancals et à le rester. Georges, l'aîné, et Lisa, la sœur du milieu, se partagent une autre chambre. Axel et sa femme en occupent une dernière, et tout le reste se concentre à la cuisine, heureusement vaste, coin à manger, télé, salon. Souvent, Axel pense que cette vie étriquée mériterait un élargissement. Souvent, Axel se dit qu'une pincée de beurre donnerait du tonus à ses épinards, puis, en songeant à ses stars, ses hommes politiques, ces people déconnectés du vrai monde, poursuivis jusque dans leur galetas, obligés de disparaître pour mieux se glorifier d'être là, il se demande ce qu'il ferait de tout cet argent, de toute cette notoriété. Il achèterait un appartement plus grand, peut-être une maison, c'est mieux, on y fait ce qu'on veut. Et puis il voyagerait plus loin que le camping de Vaison-la-Romaine ou les plages du Bordelais, même si elles étincellent de sable soyeux. Il découvrirait le monde, surtout les hôtels, se console-t-il, en essayant de trouver des défauts à la vie des stars. Surmenés, paranoïaques, défoncés, mégalos, et confinés au palace dont les épaisses moquettes et le room service nocturne absorbent les angoisses. Lorsqu'il rentre du travail ce vendredi 4 juillet 2003, à 21h passées, le grand magasin ferme tard ce jour-là, la fine pluie aperçue tantôt vient à sa rencontre, lui brumise le visage et épaules, le délire de cette poussière urbaine qui colle à tout citadin. C'est drôle, se dira-t-il plus tard, et peut-être cette inversion des choses était-elle annonciatrice d'un chamboulement plus profond qu'il n'a pas su détecter. C'est drôle qu'il pleuve ici en Suisse, alors qu'un soleil prime sautier, bien que pâle, irradie Londres. Merci. Alors, donc, pour rester encore un peu dans le chapitre de la peur, est-ce que la peur est forcément proportionnelle au danger? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous trouvez plus intéressant d'un point de vue littéraire quand la peur est plus grande que le danger ou quand le danger est plus grand que la peur? S'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place, c'est pas de problème. Peut-être que des réponses dans le chapeau. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est parce que des fois, on peut avoir très peur de quelque chose qui n'effraie personne. Comme maintenant, nous, on a très peur là, en ce moment. Voilà, alors que le danger est assez minime en ce qui vous concerne là en ce moment. Et puis parfois, on peut passer à côté d'un péril intense, mais sans éprouver de peur, parce qu'on n'a pas conscience du danger. Enfin voilà, d'un point de vue narratif, qu'est-ce qui est le plus intéressant à exploiter? Bon, moi j'ai déjà répondu en disant que la peur n'était pas un de mes moteurs narratifs premiers, donc je vais continuer à ça. Voilà, j'insiste un peu parce que c'était le thème du débat. Alors, je reprends la balle au bon. Donc moi je crois que les deux sont intéressants. Là c'est plus mon personnage qui a peur, alors que le danger, enfin il n'y a pas vraiment de danger, c'est juste lui qui se crée, qui a des frustrations et puis il a peur de pas arriver à ce qu'il veut. Donc peut-être que c'est plus intéressant d'avoir des peurs disproportionnées, peut-être ça correspond plus aussi. Mais l'inverse peut être très intéressant aussi. D'ailleurs, à un moment, il va y avoir toute une scène où là, peut-être qu'il n'a pas conscience du danger, finalement. Il va aller, il y a peut-être quelque chose, et puis non, il y va, parce qu'il est pris dans sa névrose, enfin dans son truc, dans ses frustrations, et puis il va y aller. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de développer les deux. Donc un décalage dans un sens ou dans l'autre. Oui, dans les deux sens, ça donne quelque chose de dramatique et d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'intériorité des personnages, c'est ce qu'ils éprouvent, pourquoi, c'est d'essayer de le comprendre, d'essayer de comprendre les mécanismes profonds. Donc la peur, c'est des stimuli, enfin non, c'est plutôt une des réactions à des stimuli extérieurs. Et donc pourquoi, de quoi il a peur, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Moi, je pourrais vous répondre par un passage plus court que les autres auxquels je viens de penser. Pourquoi pas, oui. C'est un passage qui est tiré de Acrostiche. L'ombre vaporeuse projetée sur la paroi sointant d'humidité atteignait une taille plus démesurée à chaque pas du monstre. Tout autour d'Antigona, le sol liquide était troublé par des formes mouvantes, adoptant la forme d'un B ou d'un H. Jusque-là silencieuse, la créature émit soudain un feulement sourd, mais vibrant de férocité. Ainsi, le tueur en souris qu'elle recherchait
était un énorme matou d'une hauteur au carreau de 2 mètres. Elle regretta d'avoir faussé compagnie à Saviat pour aller inspecter seule cette galerie d'égout où l'on avait découvert une nouvelle dépouille ensanglantée de chat. Son unique défense restait son Glock 19, qu'elle saisit par le manche ruisselant d'eau. Comme elle se cabrait derrière l'arme, elle s'amusa du fait qu'elle allait libérer le chien pour être délivrée d'un chat. 15 coups d'un coup, tout un chargeur pour contrer la charge de la bête. Or, cette dernière n'accélérait pas la cadence, pimentant son approche d'un surcroît de cruauté, pour laisser à l'inspectrice le temps d'imaginer les yeux de flamme surgir des ténèbres, la gueule s'ouvrir démesurément et dévoiler les canines d'ivoire qui broieraient sa nuque. Antigona fut donc saisie d'étonnement et de déception tout à la fois, en s'apercevant qu'un énorme seau recouvrait la tête du monstre. Elle vida néanmoins son chargeur 9 mm et la déflagration la tira du cauchemar. Alors, je vais peut-être passer au volet mise en abîme. J'ai quelques questions à ce sujet. Donc, parce qu'il m'a semblé voir une mise en abîme plus ou moins explicite dans chacun de vos livres, alors très explicite chez Olivier. Mais quand même, chez les deux autres, j'ai l'impression que soit on reconnaît l'auteur du livre à travers le mode opératoire du criminel quand même, qui joue énormément sur les mots, où on voit bien la passion de la langue, où on a aussi de temps en temps l'impression chez Philippe que le héros, il se fait un peu le porte-parole d'un langage que l'auteur pourrait tenir lui aussi. Alors, vous pouvez m'en tirer si c'est faux, mais donc la question c'est, est-ce que vous adhérez totalement au discours de votre héros ou est-ce qu'il obéit à la même logique que vous? Bon, ça c'est toujours ce vieux, c'est un débat intéressant, mais c'est un débat qui n'en finit jamais, quoi, de savoir où est l'auteur dans le narrateur et où donc le dans héros. les propos surtout. Hein, Voilà, ouais. mais ça revient un petit peu au même, donc forcément, comment dire, un auteur met de soi dans un livre, dans un héros, dans des paroles, etc. Il se met pas complètement lui-même, il se met en partie, donc forcément il y a toujours une partie de soi dans ce qu'un héros, un narrateur peut dire. Moi, je sais que je fais toujours attention de ne pas me mettre moi entièrement dans un narrateur ou un héros, mais de me mettre dans plusieurs personnages. Donc en fait, dans mes romans, je suis partout. Je suis dans tous les personnages, mais à des degrés, à des niveaux différents, avec des intentions différentes. Mais tout ce que disent les personnages, c'est des choses que je peux éventuellement adhérer. Pas à tout, mais à certaines choses. Parce que tout vient de moi, donc forcément, c'est toutes des idées qui naissent de moi. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que les personnages disent, mais en tout cas, voilà, j'ai répondu à ta question. Mais, Antigona Bovary, c'est moi. ce que dit Philippe, voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on dit très, très souvent. Également, on entend souvent dire, je ne sais pas si vous partagez tous les deux, qu'à un moment donné de la confection du roman, les personnages prennent en quelque sorte plus ou moins possession, des fois de la trame, des fois de leur propre histoire à eux, et c'est un moment un peu de dialogue intérieur, ou des fois de conflit avec ses propres personnages, où on essaye de garder un petit peu la barre, mais on doit laisser aussi laisser donner des directions que personnellement j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que on peut retrouver pas mal de points communs entre des personnages et l'auteur. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quand l'auteur en a conscience, il le fait comme un clin d'œil. Alors là, j'ai pensé surtout au mode opératoire en ce qui te concerne, ce tueur en série qui joue comme ça avec les mots, enfin, il y a toujours il y a quelque chose de très verbal dans sa façon de procéder. Ouais. Voilà. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est vrai, tout à fait. On a soulevé un petit fantasme là. En gros, tellement gros que je pourrais le dire, mais il faudrait que je retrouve mon masque pour me cacher derrière. Comme ça, Tu peux nous en parler, hein, enfin, pas hésiter, on écoute. Non, il n'y a pas de fantasme. Non, simplement qu'elle a bien vu que... Bah, elle a lu le livre. Non, c'est vrai que mais c'est aussi des indices que je donne au lecteur du premier et du deuxième tome. Que l'auteur,
savez pas s'il y a un E à la fin ou pas, de ces meurtres, d'ailleurs il peut y en avoir plusieurs, mais je dis l'auteur, aime jouer avec les mots, de telle sorte qu'il va laisser avec des parties de cadavres chaque fois un petit mot qui va former des acrostiches, il y en aura 2, acrostiches sanglants en l'occurrence, d'où le sous-titre du livre Mots anonymes. Vous voyez peut-être comment orthographier le mot. Et Olivier, pour ce qui est de la mise en abîme. Pour moi, c'est clairement une mise en abîme, puisque c'est l'écrivain qui a son personnage. Et le personnage même, à un moment donné, parle à sa femme et dit ah, mais je crois que je vais écrire sur Federer. Il ne le fait pas parce qu'il n'est pas écrivain. Mais il y a même ça. Après, je pense que plus je m'éloigne du personnage, moins c'est moi. Le premier, l'écrivain, oui, c'est quand même passablement moi, mais pas tout le temps. Le suivant, c'est moi. Le personnage de l'écrivain. Oui, le personnage de l'écrivain, oui, le je, en fait, dans l'histoire. Le il, c'est moi, mais c'est moins moi, si je peux dire. Et puis, voilà, après, je pense qu'on est un peu nous dans tous les personnages aussi, sans le vouloir. Ça arrive comme ça, forcément. C'est un peu logique. Donc, c'est toujours une mise en abîme, finalement, quand on écrit. Là, la mise en abîme explicite que tu as choisie, qu'est-ce qu'elle apportait de plus, plutôt que de raconter uniquement l'histoire d'Axel Chang? Pourquoi est-ce que tu écris aussi l'histoire de l'écrivain qui écrit l'histoire d'Axel Chang? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est pour avoir peut-être un détachement quand même, puis surtout c'est parce que je parle aussi de la création littéraire dans cette histoire. Donc le narrateur en jeu qui est écrivain, eh bien il a donc une sorte de mentor avec qui il va discuter et qui va lui donner des conseils, lui dire oui ça c'est bien, ça c'est moins bien, et puis il y a une petite réflexion sur la création littéraire aussi. Donc voilà, ce qui fait que j'étais obligé de faire ça, et puis je trouvais intéressant d'avoir un personnage qui pouvait réfléchir plus, parce que le personnage qui est pris dans sa névrose, enfin dans sa névrose finalement, en il réfléchit, il est critique par moment, mais l'autre moment il est tellement pris dans son truc qu'il n'arrive plus à s'en sortir, alors que l'auteur, lui, en principe, il est censé avoir une réflexion. Quand on écrit, en principe, on est censé faire ça, une réflexion sur, je sais pas, la société, les personnages, les gens, qui arrive. Donc, ça me permettait moi de faire une réflexion avec un personnage que je ne pouvais pas faire avec l'autre, finalement. Je pense que c'est ça. Et comme on est essentiellement quand même une société du loisir, j'avais envie de vous demander aussi quelle forme de loisir ou de divertissement propose la société dans laquelle votre personnage évolue. L'oubli. Le propre du divertissement, c'est de se divertir de la réalité, donc oublier la réalité. Donc l'oubli, voilà. C'est un peu sec comme réponse. J'aime bien, voilà. Après, si vous voulez réagir... c'est intéressant parce que les questions l'oubli, en fait, moi c'était plus la futilité, mais la futilité permet d'oublier, parce que quand on est dans la futilité, voilà. Et mon personnage, donc Axel Chang, il vend des ustensiles de cuisine, des choses comme ça, dont les 3/4 ne servent strictement à rien. Pas tout le temps, hein. On a qu'à regarder dans notre cuisine, on peut quasiment tout enlever, si vraiment. Moi je trouve un peu dur là. Oui, mais parce que ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire, mais ce qu'on veut cuisiner. Et puis il va tirer aussi, le truc, c'est que comme il fallait qu'il sache manier une arme, je me suis dit, il va aimer le tir dans les stands de tir, ce qui est quand même assez suisse, il y a quand même beaucoup de Suisses qui font ça. Puis là aussi, alors c'est peut-être moins futile, plus futile, j'en sais rien, peu importe, je ne vais pas faire un débat sur les armes, mais il y a aussi quelque chose, là, est-ce que c'est vraiment utile? Oui, ça permet de décharger, dans tous les sens du terme, certaines choses, mais voilà, moi c'était vraiment la futilité, je crois, et ce qui amène effectivement à oublier tout le reste, voire à s'oublier soi-même, hein. Donc ça te rejoint. Pascal, est-ce que tu sont concernés par cette question? Antigona a des loisirs assez classiques. Elle va au cinéma, elle fait l'amour, elle lit des romans policiers. C'est une mise en abîme aussi. Mais son boulot et ses affaires lui prennent tellement la tête qu'elle n'a plus l'énergie. À un moment donné, elle n'a plus l'énergie même pour prendre soin d'elle. Et c'est là aussi que tout dérape. D'où l'importance de la futilité. Et juste pour
cette futilité, Philippe, je ne sais pas si tu veux nous dire 2 mots sur cette Unterhaltung, une douce qui revient quand même. Ouais, voilà, l'industrie du divertissement, donc voilà, mais c'est ça. Enfin, je sais pas ce que j'ai à dire par rapport à ça. Parce en fait, que tu en parles pas mal dans le livre. Oui, mais si tout ce qui est décrit dans le livre, c'est en fait c'est notre société, on a un tout petit peu exagéré. Donc, j'ai pas entré dans les détails de comment ça se passe, c'est pas forcément très intéressant. Voilà, ça décrit la réalité on est dans un monde où tous on cherche à se divertir, à oublier notre réalité. Je le dis en m'incluant complètement dedans, puisque je pars toujours du principe que je suis un peu critique en regardant les autres, et puis je sais que c'est en regardant les autres, en regardant ce qui énerve chez les autres en soi, comment dire, il y a toujours une relation entre les autres et soi-même, et donc je sais que quand je remarque des comportements qui m'énervent, c'est que ça, forcément je suis directement concerné, donc je suis le premier aussi à m'abstraire dans l'oubli, et puis à vouloir justement tout oublier. D'où le fait que je me permette de le critiquer, puisque j'en fais partie. Alors justement, quelle serait cette critique que le personnage, une de ces critiques que ton personnage adresse à la société ou aux valeurs de la société dans laquelle il vit? Non, mais je sens qu'il faut que je réponde. On ne peut pas répondre pour toi là. Non, mais je sais. L'extrait Non, mais c'est très bien. C'est thématique après. Mais alors, merci. Oh non, mais c'est parfait. Ça n'est qu'un sursis, mais c'est parfait. Là, tu t'en tires sur une pirouette comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Je m'en fiche, pirouette ou pas, je m'en tire. Donc vas-y, Assis à un bout de table, une tasse de café à portée de doigt, un magazine de sport ouvert à la rubrique tennis, Axel lit un article sur une joueuse professionnelle classée aux environs de la 300e place mondiale. Performance assez honorable si on sait que 14 000 joueurs et joueuses écument le circuit pro, sans compter le nombre d'amateurs, de sous-amateurs et de Nadal du dimanche. Comme une année de tennis sur le circuit pro, nous apprend cette joueuse, coûte entre 30 et 40 000 $, nombre d'athlètes partagent leur chambre d'hôtel, grappillent ici ou là quelques deniers dans des tournois de sous-catégorie, pleurent misère chez leurs parents, voyagent quasiment en soute des longs courriers, ou traversent l'Europe en camping-car, leur entraîneur plié en 4 à l'arrière, et finissent par perdre de l'argent. Et l'année suivante, le cirque recommence, sauf si les bons résultats s'enchaînent, et encore, on en viendrait à voler ou à se prostituer pour jouer au tennis. Consterné, Axel Chang avale une gorgée d'un café insipide, la touillette au coin de la bouche, tandis qu'autour de lui crépitent rires et plaisanteries, parfait écho de sa désillusion rampante. La comparaison entre les gains des 10 ou 20 meilleurs joueurs et ceux des autres, de tous les autres, lui semble abominable. Comment cela est-il possible? Pourquoi les joueurs moins bien lotis ne se révoltent-ils pas? La loi de l'offre et de la demande s'applique-t-elle au monde du tennis, du sport en général? À la lecture de cet édifiant article, Axel se rend compte que RF, donc j'ai fait d'erreur, Nadal, Murray et ses copains du top 10 sont des produits marketing, comme ceux dont ils vantent qualité et efficacité à longueur de journée. Ils sont yaourts, aspirateurs, montres de luxe, raquettes high-tech, shorts griffés, Audi cabriolet, pommeaux de douche ou store à lamelles. Ils gagnent et rapportent, ce sont des caisses enregistreuses sur pattes, des hommes et femmes sandwich bardés de raisons sociales, des pions sur l'échiquier économique. Axel a envie de vomir. Il lève les yeux de son magazine, rencontre les regards de ses collègues, entend leur rire se diffracter entre ses pensées, les observe un instant, hilar et content d'être là. L'on se tombe de la consommation comme s'ils avaient laissé leur bon sens au vestiaire. Étranglé d'indignation, Axel se lève, lave sa tasse à l'évier, la range sur l'égouttoir. Il aime à dire quelque chose, secouer cette fange humaine bêtifiée et avide de pouvoir d'achat, lui mettre le nez dans sa surconsommation, mais il est étranglé et rien ne passe, ni un son, ni un mot.
À peine le souffle qui lui permet de rester debout et de songer, par une association d'idées saugrenues au rituel des joueurs de tennis pendant les parties. Tout le monde entretient des manies, bien sûr. Certains sportifs se signent en pénétrant sur un terrain, d'autres enfilent toujours la chaussure droite avant la gauche, ne s'assoient jamais à droite des douches au vestiaire, refusent de sortir en premier du même vestiaire. Médecins, agents fiduciaires, coiffeurs, personne n'échappe à ce genre de superstition censée rassurer, donner un cadre. Suppose Axel, lui qui n'a jamais eu l'impression de rigidifier ainsi son quotidien. Il a même entendu parler d'artistes, musiciens ou écrivains, les uns obsédés par la propreté dans les loges, les autres obligés de se raser avant d'écrire, ou de s'épiler sous les bras, ou d'écouter en boucle la sempiternelle chanson qui placera leur créativité sur orbite. Ah, je vois, il y a des réactions. Les tennisman n'y échappent pas, et c'est bien à Rafael Nadal qu'Axel pense, à sa manière de placer ses bouteilles d'eau devant sa chaise sur le court, de les aligner tels des petits personnages au millimètre près, comme des quilles ou des pions. Il songe aussi à Djokovic et sa manie de faire rebondir 20 fois la balle avant un service. Puis il se demande si RF se comporte ainsi. Je vais répondre à ta question après, mais juste avant, j'aimerais... Est-ce que j'ose, Olivier, te demander quelles sont tes manies d'écriture? Donc tu t'es plus sur les bras Non, alors non, ça je fais pas. Non. Ça boue. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont des manies, mais écoute, non, moi je joue, alors si oui, je peux dévoiler ça, mais en fait tu me pousses à dévoiler des trucs que je ne voulais pas dévoiler, mais bon, ça peut animer un peu. Non, moi enfin, de toute façon j'écris en musique, et puis avant je joue à des jeux sur ordinateur, mais des jeux si possible intelligents, genre jeux de lettres, jeux de cartes, enfin des trucs qui font un petit peu réfléchir, mais qui me permettent de glisser d'un monde à l'autre. Okay. Et puis voilà, et puis je le fais systématiquement, même sans réfléchir. Après, oui, j'imagine qu'il y a d'autres manies. Je sais pas, tu essaies de détourner, peut-être toi, tu as des manies pires que ça. Non. Tu essaies de détourner, de me renvoyer. Mais ça, on fait une partie de tennis, c'est bien. Mais non, c'est juste, j'étais très intrigué par cette notion de d'épilation avant d'écrire, donc je me demandais d'où tu avais tiré ça, si tu avais une information ou si c'était venu juste de ton esprit. Peut-être un peu tordu. Non, j'ai beaucoup d'imagination quand même, tout n'est pas moi. Okay. Par contre, les joueurs et leurs manies, ça oui, on voit Nadal, il a des tics, c'est très clair. McEnroe, il faisait ça tout le temps. Ouais. Il s'essuyait comme ça tout le temps, etc. Ouais, ils ont tous quelque chose de bizarre, parce que c'est des gens bizarres. Pour arriver à ce niveau-là et s'entraîner comme ça, ce sont des gens bizarres. Mais pour en revenir donc à ta question, les valeurs que je critique, je sais pas, enfin c'était quoi ta question? Les valeurs, une ou deux valeurs que votre personnage critique dans la société. Je l'ai déjà dit, enfin, voilà, la compétitivité, la compétitivité entre les, enfin toujours cette habitude humaine d'essayer de se surpasser par rapport aux autres. Mais voilà, c'est une habitude qu'on a tous aussi, c'est un travers qu'on a tous, c'est ça que je dénonce, c'est ça que le personnage dénonce. Donc c'est pas des valeurs vraiment, c'est plutôt un comportement humain, très humain, malheureusement très humain, que je vois chez moi, que je vois chez les autres, et puis c'est parce que ça me dérange chez moi, ça me dérange chez les autres que j'en parle. Je dirais que c'est surtout ça. Le point, ce que l'Obscur dénonce, en guillemets, c'est une société qui est faite par et pour des gens qui réussissent. Et en ce sens-là, ça rejoint un petit peu l'extrait que donnait Olivier. Voilà, on est dans une société qui est faite par et pour des gens qui sont à qui tout réussit. Et puis, c'est une petite minorité de la population. Et pour le reste, qu'est-ce que les gens font? Ils rament, et puis ils essayent de donner l'impression qu'ils font partie de ceux qui réussissent. Ils essayent de donner l'impression que ça marche, et donc ils essayent de donner l'impression à travers des objets extérieurs, des signes extérieurs, qu'ils font partie de la caste de ceux qui réussissent. Oui, ils donnent l'impression à eux-mêmes, enfin aux autres évidemment, mais à eux-mêmes surtout, je pense. Ouais. Et donc c'est tout ce jeu-là, qui est, je répète, qui est vraiment un jeu extrêmement humain et pas du tout nouveau, qui existe depuis que l'homme est homme, que j'essaye de décrypter, démonter et dénoncer. Olivier, tu vas ajouter quelque chose par rapport à l'extrait que tu as lu sur les valeurs que critique ton personnage? Ajouter, je sais pas, moi je crois qu'il est assez parlant. Oui, il critique
critique ça parce qu'il a le nez là-dedans tout le temps et puis il voit en plus ses champions. Et puis je pense que ces frustrations nourrissent aussi cet esprit critique, ce qui est bien, parce que si les frustrations nourrissaient rien d'autre qu'une envie de taper sur les gens, ce serait dommage. Tandis que si ça peut aussi faire changer certaines choses, ou en tout cas amener à la critique, c'est bien. Il arrive un petit peu à faire... il est plus dans ses frustrations, mais il arrive quand même à certains moments à avoir l'esprit critique. Par le biais évidemment de l'écrivain qui chapeaute tout ça. Et Antigona, quelles sont les critiques par rapport à quoi dans cette société? Comme le passage que j'ai lu avant parlait de la rentabilité, de la recherche de la rentabilité à tout cran. Elle est plutôt pour laisser du temps au temps, pour aller à contre-courant. Et elle fait fi des... Elle essaye, parce qu'elle est humaine, comme tout le monde, mais elle essaye de faire fi de toutes les apparences, de l'importance des apparences. Et toi, Pascal, comment te situes-tu par rapport à ça? Parce que là, ça fait depuis le début que tu nous parles d'Antigona, que tu la mets comme un avant devant toi. Donc toi, où es-tu par rapport à ce personnage-là? Par rapport aux valeurs de ce personnage, par rapport à l'aspect critique du personnage? C'est vrai qu'il joue un rôle intéressant. C'est sous-modérateur. On n'a pas dit qu'elle avait un sous-modérateur. Il y a une modératrice et un sous-modérateur. Puis voilà, puis nous, on distribue les rôles peut-être. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est une question intéressante. Parce que d'autant plus que c'est un personnage qui revient de roman en roman. Évidemment, c'est un personnage phare, qui est phare aussi pour l'auteur. Et qui à un moment donné, ou qui à plusieurs moments donnés, peut lui échapper. Comme peut-être tu l'as remarqué, on peut assister à des critiques ou à des critiques de la société ou de manière plus générale à des perspectives, des descriptions de perspectives de vie à travers une focalisation interne. Donc l'auteur que je suis aime bien entrer dans la tête des personnages et faire entrer le lecteur avec lui dans les tréfonds de ses réflexions. Et dans ces réflexions, il y a souvent des points partagés par l'auteur, mais pas toujours. Il y a des personnages qui me sont infiniment antipathiques et qui ont les réflexions qui vont de pair, d'autres personnages qui me sont tout à fait différents et antipathiques, mais qui ont des fois des réflexions communes, et des personnages très proches comme Antigona, mais avec qui je ne partage pas du tout les mêmes manières de voir. Et c'est cette différence qui est intéressante aussi. Donc Antigona, Bovary et moi, c'était une galéjade. En réalité, c'est pas aussi simple. Peut-être d'autant plus pour un personnage que l'on suit comme ça sur plusieurs années. Mais ça serait très long de répondre à cette question parce que, comme pour toutes les questions qui sont intéressantes. Donc c'est frustrant, mais je m'arrête là. C'était aussi frustré que moi peut-être. Je vais vous lire un autre petit extrait donc, de l'Obscur, de Philippe Testa. Le fonctionnaire remet l'urne à Nestorine. C'est elle qui la porte en ressortant du salon, puis sur le chemin du parking jusqu'au minivan Copleptica à louer. Je me retrouve assis à côté de Nestorine. Elle tient l'urne sur ses genoux, ses yeux braqués droit devant elle. Mon frère est là, tout près de moi, dans un réceptacle d'une couleur abjecte. Nous prenons l'autoroute automatisée en direction de l'Est. Les publicités se mettent à défiler, synchronisées aux 87 km/h des véhicules. Peu à peu, les écrans holos finissent par donner le vertige. Couleurs, slogans, incitation à consommer. Tout doit être correctement paramétré, besoins et émotions. C'est là un zénith indépassable. Les néons de la rationalité sont les seules lumières admises. L'unique référentiel, c'est le grand tout pulsionnel. La manipulation des envies et des désirs a atteint une efficacité totale.
La compulsion de l'envie immédiate a parfaitement été stimulée en jouant sur l'angoisse du besoin insatisfait. Pour répondre à ça et offrir ce qui convient à la personnalité de chacun, des offres standardisées, mais néanmoins superficiellement individualisées. Nous avons été formatés et transformés en pantins dociles, obéissants, prêts à faire tout ce qu'on exige de nous. Nous nous sommes laissés faire, peut-être parce que nous avions trop peur de nous retrouver seuls. Au fond, on veut surtout être guidés et qu'on nous dise quoi penser. Les voitures forment un flot tendu, homogène. L'utopie de la liberté qu'apportent les véhicules individuels a fait long feu. Tout le monde est canalisé, forcé de garder les yeux braqués face aux écrans holos, aux panneaux moléculaires, de s'abreuver de séquences et d'algorithmes agissant directement sur les neurotransmetteurs et les récepteurs hormonaux. Mais après tout, qui suis-je pour critiquer? Un voyageur solitaire qui marche sur place, en compagnie imposée de sa propre personne, déjà mort peut-être, incapable de le savoir car trop occupé à me croire en vie. En ce moment, je suis assis à côté d'un frère réduit en cendres et j'ai l'impression d'avoir été mis à la retraite de ma propre existence. Je trouve qu'on sentait bien le mal-être du personnage dans cet extrait. Ouais, non, pas spécialement quoi. Non. Non, mais c'est vrai, il est critique. Ouais, En quoi consiste cette stratégie d'adaptation quand il est confronté à des réalités ou des ordres qui le dérangent? Quand ton personnage est confronté à des réalités ou à des ordres qui le dérangent, qui la dérangent, en quoi consistent ces stratégies d'adaptation? C'est une question directement à moi. Par exemple. Comment tu fais qu'on te fait chier en gros? Merci. Est-ce que tu prends le Walter, mon personnage, pour tirer ou est-ce que... Non, je vais compris la question. Voilà. C'est assez complexe parce que Antigona, elle est dans une hiérarchie, elle se situe dans une hiérarchie, elle n'a, sans avoir fait l'armée, elle subit quand même une hiérarchie de type un peu militaire, hein, en tout cas verticale, et il n'y a pas que les plus gradés qu'elle doit obéir, mais il y a aussi les procs, hein, elle ne peut pas faire, elle doit quand même rendre compte au procureur et puis et à toutes sortes d'autres instances judiciaires et autres. Et elle se trouve souvent en contradiction avec ses ordres. Alors, par exemple, quand elle sort du bureau d'un proc qui s'appelle Calmed, la surnommeuse, elle a envie de... Enfin, elle remercie... elle dit à ses collègues qu'elle remercie le ciel d'être pas resté plus longtemps parce qu'elle aurait fait bouffer sa pipe, vu qu'il se la joue un petit peu à la maigresse sans être du tout un inspecteur ou un commissaire. Mais elle est forcée d'obéir. Et à un moment donné, son implication dans l'enquête est telle qu'elle est dessaisie de l'affaire. Et là, c'est le summum pour elle, parce que c'est une affaire qui la concerne, justement. Elle doit accepter d'être mise à l'écart de tous les éléments nouveaux apportés à cette enquête. Elle ne pourra plus jouer aucun rôle, même passif, même celui d'observatrice. Donc, elle décide de... Bah, vous verrez. Mais elle décide. Elle prend... Voilà. Voilà. Je ne dis pas plus, c'est très vite en plus. Et vous, Axel, en quoi consistent ces stratégies d'adaptation? Ah bah, il prend son flingue. Et puis voilà, c'est une façon de s'adapter. Non, au travail, il fait ce qu'on lui dit de faire parce qu'il a apprécié quand même si la promotion tarde, mais il a apprécié et il fait. Après, pour le reste, oui, il va finir par
par devenir violent. Enfin, quand on a un cumul de frustration, en général, comme je dis, il faut trouver un exutoire et c'est souvent la violence. Donc il va y arriver, mais il faudra quand même 130 pages pour qu'il y arrive. Il y aura aussi des stratégies d'évitement, comme emmener ses enfants au musée, par exemple. Oui, alors au début, oui, parce que il y a un match de Federer, il n'a pas envie de le voir, et puis le gamin veut voir, et puis la femme veut voir, donc il emmène effectivement les 3 enfants au musée, deux enfants, et puis ce qui lui permet de rater le match finalement. C'est vrai que c'est une stratégie d'évitement, c'est vrai. Après, je pense qu'il évite pas mal. Après, par contre, il regarde les matchs parce qu'il se dit que s'il les regarde, il va peut-être influencer et Federer va perdre. Donc s'il ne regarde pas que Federer gagne, il se dit merde, s'il avait regardé, peut-être qu'il aurait perdu. Donc là, c'est plus de l'évitement, c'est au contraire une sorte d'idée de superstition, d'idée de toute puissance. Il se dit, mais ouais, je vais peut-être influencer, il faut que je regarde. Il se fait du mal, évidemment, mais d'un autre côté, s'il n'y avait plus Federer, contre qui est-ce qu'il pourrait protester, vitupérer? Bon, la pensée magique est très à la mode, on sent par les temps qui courent, donc il est très dans l'air du temps. Oui, bon là, oui. Croire que par la simple pensée, ça va avoir une influence. Enfin, voilà, c'est cette stratégie-là, mais il évite quand même pas mal aussi. Et quel genre de relation votre personnage entretient, que ce soit avec sa famille, ses collègues? Bon, moi, le personnage qui est décrit là, c'est un personnage qui a une vie sociale un peu minimum. Il est un petit peu à part de toute façon depuis qu'il est enfant. Donc il a des contacts avec sa famille, avec un frère aîné qui s'occupe un petit peu de lui. Il a des rapports avec un ou deux de ses collègues, très épisodiques. Donc il a des rapports qui sont assez relâchés du point de vue social. Il va retrouver une femme dont il a été amoureux et avec qui il va nouer un contact beaucoup plus fort. Et c'est vrai que socialement, c'est un petit peu un autiste, ça c'est clair, quoi, absolument. Et selon quoi, je ne suis pas du tout comme ça d'ailleurs. J'en doute pas. Même avec son frère, je trouve intéressant qu'il ait en fait. Ils ont drôle de relation. Oui, en fait, ils échangent essentiellement. Je ne sais pas si c'est son frère ou sa sœur, mais que des propos très convenus toujours. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Pour Antigona, sa famille, c'est son boulot. En tout cas, jusqu'au milieu du premier tome. Et presque jusqu'à la fin du troisième, dans une certaine mesure. Mais par contre, ses collègues, elle apprécie beaucoup ses collègues, elle les respecte beaucoup, mais elle les surnomme beaucoup aussi. D'où le titre du premier volume. Mais elle les surnomme de manière à ce qu'ils ne le sachent pas. Donc elle essaye de leur trouver un surnom qui soit ce qu'on appelle un paronyme, donc un mot dont la prononciation est très proche. Enfin, c'est un paronyme même très spécial. Par exemple, Fanny Rimeya. Rimeya, c'est un nom entre guillemets bien de chez nous. Eh bien, elle la surnomme Rimeyer quand elle réussit quelque chose de bien. Et Rimarien, des fois, mais Rimarien, c'est déjà plus difficile à faire passer comme surnom. Et elle s'amuse comme ça à riper un petit peu sur les noms des personnes, surtout quand elle s'adresse à eux. Ce qui donne des fois un petit suspense. Le suspense, c'est qu'il faut découvrir qu'elle les surnomme, comment est-ce qu'ils vont prendre ça. Elle-même se fait surnommer, évidemment. De toute façon, dans la police, les surnoms sont légion. Vous n'avez pas très peu de gens de toutes les polices du monde, j'imagine. En tout cas, celle que je connais un tout petit peu mieux que l'autre, où on ne se surnomme pas. Mais c'est des surnoms qui, en général, ils sont peut-être des fois dépréciatifs, mais ils sont avant tout sympathiques. Et c'est aussi le cas pour Antigona. Oui, puis moi, le personnage d'Axel Chang, il s'entend avec sa femme, ses enfants, ses collègues, tout va bien, puis à un moment il y a un point de bascule et puis plus rien ne va. Donc c'est comme si on tournait une page complètement ou une pièce, voilà. Et puis le personnage situé au-dessus, l'écrivain, lui on ne sait pas grand-chose de sa vie, des petites choses, il a l'air de vivre seul, et puis il est dans un quartier un peu bobo, mais on ne sait pas grand-chose. Donc lui, il a l'air de s'entendre avec lui-même, ce qui est déjà bien, c'est peut-être pas toujours évident. Et puis il a ce mentor avec qui, comme il le vénère un peu, il s'entend aussi, il essaie de s'entendre. Presque tout le long, je ne vais pas tout dire, mais voilà. Donc voilà, mais il y a vraiment un point de bascule pour ce personnage principal qui fait qu'à un moment, il n'y a plus rien qui va.
Je voulais encore vous demander dans quelle mesure le conjoint de votre partenaire joue un rôle d'ancrage dans une société où beaucoup de choses se délitent. Ou dans une situation ou une société où beaucoup de choses se délitent. Oh, bon, l'amour, c'est une des valeurs phares. Enfin, je pense même la valeur la plus importante. L'amour, l'amitié, les rapports vrais, c'est justement une des choses les plus importantes. Donc je pense que même si c'est pas forcément décrit dans ce que j'écris, il y a toujours ça un peu en ligne de mire, soit réellement vécu, soit en tout cas comme valeur refuge en tout cas, je pense. C'est assez paradoxal parce que la personne dont tu es amoureux, ton personnage, elle est presque absente d'elle-même tellement elle est sous médicaments tout le temps. Ouais, c'est ça, ils sont tous les deux un petit peu à côté de la plaque, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai. Mais ben voilà, en même temps ils se trouvent et puis ils se retrouvent comme ça. Alors qu'ils sont un petit peu, effectivement, un petit peu à côté. Quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Pour Antigona, ses conjoints, elle a bien sûr des aventures amoureuses et puis elle aura un homme, mais quand tu parles de conjoint, je pose ça à ses équipiers. Et elle a 2 équipiers dans ces trois volumes pour lesquels elle a beaucoup d'affection. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que c'est souvent le cas aussi hein, dans la vie quand on travaille en équipe, même pas besoin d'être policier pour ça, mais quand on travaille en équipe et que le travail peut se faire sur pas mal d'heures de suite, sur des coups assez difficiles, dans des circonstances qui peuvent être des fois assez graves, très impliquantes émotionnellement, et qu'on se tient les coudes, qu'on doit aussi des fois passer des nuits ensemble, mais au même bureau, évidemment, tout bien, tout honneur, et ben ça crée des liens et puis on se revoit aussi en dehors du travail, ce qui est le cas pour pas mal de policiers également. Donc on a des liens, si c'était que des liens professionnels qui les unissaient, ils auraient de la peine à tenir le coup. En l'occurrence, ils sont plus stables peut-être que sa relation affective assez tumultueuse avec un écrivain. Oui. 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 C'est clair que la stabilité, souvent pour un policier, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce que j'ai cru remarquer, c'est que, pas souvent, mais quand même plus souvent que pour d'autres corps de métier, la stabilité, il peut la chercher ou il va la chercher dans son corps de métier. Et c'est ce qu'on ne voit pas non plus, nous les Pékins, parce que c'est ce qu'ils ne doivent pas montrer également. Ils doivent montrer justement qu'ils sont professionnels et que, voilà, ils ne montrent pas forcément l'amitié qui les lie, mais on le voit quand même entre les lignes des événements qui peuvent frapper tel ou tel membre d'une police. C'était quoi la question déjà? Je suis un peu perdu. Alors, tu vois, hein, ça nous échappe des fois les questions. Alors, comment tu veux que la réponse oui, c'était oui, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire sert d'ancrage dans une société où tout se délite. Oui, pour moi, mon écrivain, on ne sait pas s'il a quelqu'un. Par contre, Axel Chong a sa femme qu'il aime beaucoup. Mais comme elle aime beaucoup Federer, comme beaucoup de gens aiment Federer, ça va évidemment nourrir sa frustration. Et puis il va finir par la perdre. Et il va même, dans un moment de délire, dans sa frustration, penser ou dire, en tout cas le dire, que finalement c'est de la faute de Federer si leur couple explose. Parce que s'il n'y avait pas eu Federer, qu'il n'avait pas aimé autant, il n'y aurait pas eu tout ça. Et il le dit clairement à un moment donné. Et c'est tout son ancrage là qui part. Alors d'un coup, il s'écroule d'un coup. On arrive au bout. Bien sûr, les questions du public sont bienvenues aussi. Moi, je voulais juste encore, comme c'était la peur entre les lignes, vous demander si vous arrive que des lecteurs voient entre les lignes des choses que vous n'aviez pas forcément eu l'intention de mettre. Et si c'est le cas, comment est-ce que vous le vivez? Ouais, ça c'est assez rare, mais bon, après, de toute façon, une fois que le livre est écrit, je ne peux pas dire qu'il ne nous appartient plus, mais
passe au lecteur, donc c'est le lecteur qui se l'approprie, et donc forcément ils vont peut-être lire des choses qu'on n'a pas forcément voulu dire. Je pense que ça peut arriver, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, j'ai pas de souvenirs concrets qui me viennent en tête, mais ça peut arriver. Je sais pas. Ouais, moi je le dis très bien parce que finalement je sais pas toujours ce que j'écris non plus. Enfin, j'ai mon histoire, mais après je sais ce que je veux dire, mais il y a peut-être des choses qui nous échappent souvent. Il y a notre inconscient qui vient goupiller des choses. Et puis après, quelqu'un nous sorte en disant ah, t'as voulu dire ça là, et puis ah oui, peut-être. Et ça, je trouve très intéressant finalement, parce que c'est tout le côté inconscient qui a mis des choses, ou pas, ou peut-être c'est le hasard. Et, ouais, je trouve vraiment, c'est presque le côté le plus passionnant finalement quand quelqu'un nous fait une critique. Nous dire j'ai aimé telle page, ok, mais j'ai aimé ça, oh oui. Ouais, j'aime bien finalement. En tout cas, ça me plaît bien. Je dis pas que je m'épanouis. Ouais, ça m'épanouit presque. Bien. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, lisez, dites des tas de choses que bon, alors il ne faut pas parler d'un autre livre non plus. Mais il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur qui a créé des personnages, c'est de leur prouver que ces personnages ont atteint un état de vie un peu, peut-être pas indépendant, mais indépendant d'eux, en quelque sorte. Et de leur révéler des choses sur leur propre, entre guillemets, personnage, qui sont plus si propres que ça, du coup. Alors, vos livres, on peut les trouver ici pour Pascal et pour Olivier. Pour Philippe, il va falloir aller en librairie. oui, moi, il sera en librairie depuis le 26. Il n'y a pas encore parce qu'il vient d'arriver. Donc, et puis, est-ce que vous avez une actu dans les temps actuels, c'est pas toujours facile, mais est-ce que vous avez, je sais pas, encore d'autres parutions imminentes ou des événements comme ça dont vous voulez faire part? Moi, je serai le 20 à la Maison d'Ailleurs, 20 novembre, le 28 novembre, encore une deuxième fois à la Maison d'Ailleurs, le 12 décembre, il me semble, à Sion, à la liseuse, et puis je sais plus ce que j'ai d'autre, mais je pense que c'est. Voilà. Des dates qu'on peut retrouver sur un site ou quelque part? Sur le site d'Elis Hellas, mon éditeur, oui. Et de la VE. Et de la VE. oui, alors moi, dans 3-4 ans, quand le Covid aura enfin cessé de nous emmerder, il y aura peut-être quelque chose. Non, pour le moment, j'ai rien. Oui, non, j'ai mon vernissage par contre, qui est le le 6, c'est dit quoi? Le 6 novembre, à la librairie Molienblum, donc juste au-dessous du Milan, à Lausanne, entre 17h et 19h. Voilà, c'est ça, quand même, avant que tout ferme. Quelque chose de prévu en 2037, mais j'attends un peu pour vous le dire. Très bien. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Quelqu'un qui souhaiterait en savoir plus sur un des thèmes qui a été évoqué? Il y a des gens. Pas. Est-ce qu'il y a... Il n'y a plus personne. Merci. Vous ne voyez pas. C'est un plus. Non, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question à un endroit ou l'autre? Non. Alors, Oui, si. J'ai une question à propos des winners et des losers. Justement, non, tout à l'heure, Olivier, tu as dit Federer est plus intéressant à partir du moment où on voit ses défauts. Alors, les gens en général. voilà. Et une question que je me pose en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on essaie de donner une image de réussite? Parce que nous tous, peut-être pas forcément nous tous, mais beaucoup d'entre nous aiment bien quand même avoir des habits relativement corrects, une coiffure correcte, une belle bagnole, etc. Montrer qu'on a quand même un petit peu réussi. C'est ce que je disais avant. Et pourquoi ça, en fait, je me pose, c'est une question que je me pose à moi-même, mais qui m'a interpellé. La société nous dit que si on n'est pas des winners, on ne sera pas aimé, rejeté sur le côté, comme plein de personnages. Mais c'est plus que la société, parce que historiquement, c'est dans toutes les civilisations, il y a toujours cette volonté de paraître plus, etc. Enfin, on regarde sur tous les continents, à toutes les périodes, il y a toujours une tendance humaine de vouloir se montrer supérieur aux autres. C'est un trait de la personnalité humaine qui a été documenté, qui a été dénoncé déjà. Enfin, il suffit de lire le traité de l'inégalité de Rousseau pour voir, il parle que de ça sur 200 pages.
Et c'était il y a 300 ans, donc et on parle très très bien. Donc, Par contre, maintenant, ça prend effectivement alors, une ça prend proportion d'autres lieux, délirante bien sûr, à bien sûr. certains moments. évidemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose même d'archaïque pour la reproduction. Hein. C'était le mâle ou la femelle qui était au-dessus, qui avait plus de chances de se reproduire. Donc voilà, maintenant ça devient un petit peu, ouais, ça va un peu loin. Et d'ailleurs, ça incite, dans ton roman, ça incite les gens à se mettre dans des espèces de ghettos, hein, des ghettos de riches. Par exemple, au Kenya, les parents du narrateur se sont exilés au Kenya pour pouvoir vivre de leur retraite et ils se retrouvent dans un ghetto où ils ne peuvent absolument pas sortir parce que ça serait trop dangereux pour eux. Et puis, tu citais Federer, justement, il y a un slammer lausannois qui viendra à mon vernissage, qui a posé la question suivante, c'est Federer est-il parfait? Et puis il fait tout un truc sur 6-8 minutes, et puis à un moment il dit Federer n'est pas parfait parce qu'il est fait d'erreurs, justement. Il y a qui ont là-dessus, mais voilà, c'est pour dire que finalement la perfection, voilà, hein, on essaye de se cacher des 4x4 ou des belles choses, justement, qui nous font peut-être plus aimer, mais est-ce que ça marche? On ne sait pas. Mais tout le monde ne fait pas quand même, heureusement. Quoi donc? Mais de jouer ce jeu-là, de vouloir être vieux, Moi je pense que c'est inconscient. Plus ou moins, à des degrés différents. Oui, Il y a des gens qui voilà. sont plus ou moins détachés. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment détachés de ça. Ça, à mon avis, oui, il y a des gens qui sont complètement détachés de ça. Mais je pense qu'ils sont plus rares, ils sont rares d'une part. Et je pense qu'en fait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on se regarde soi-même. C'est qu'en fait, si on est un peu honnête avec soi-même, on se rend compte que même à petite dose, on entre dans ce jeu-là. Oui, même un petit inconsciemment. dos, non quoi? On entre dans ce jeu-là. Oui, mais Il y a un égo de Dans la le jeu de la simplicité. concurrence, de la Simplement, comparaison, etc. Pour être OK avec soi-même, parfois, simplement. Ah, Moi, ça me dis suffit, pas, hein, mais hein, je si je suis OK avec moi-même, ça me va. Hein. Et vous n'avez pas d'autres questions? Mais le plus dur a été fait, la première question a été Oui, c'est en posée. général ça. Il faut, Alors, pour rendre la première orange, mais les Même autres, si elles vous sont n'avez facilement. pas lu les livres, vous avez peut-être des questions. La réponse n'est pas intéressante, c'est la Des question qui auteurs qui sont friands d'être sur le grill et qui ne demandent qu'à répondre aux questions. Faut voir que c'était limpide. Ah ouais. On a peut-être tout dit. Ben là, vous pouvez les poser aussi entre quatre yeux pendant une dédicace si vous souhaitez, autour d'un verre, derrière un masque, enfin voilà. Et merci à Sabine. Merci pour d'être venu en sa tout cas, c'est très modération. gentil à vous. Merci. Merci. Monsieur Galestro, nous avons votre femme. N'alertez pas la police. Nous prendrons contact avec vous. Marie-Josée, tu veux peut-être annoncer les programmes de la VE? Parce que moi je les ai pas en tête. À lui, Gloria? Ah ouais, extra. Oh, j'ai encore une petite question au sujet de ce journal. Comment ça? Quel journal? Celui qu'on a retrouvé au motel dans sa chambre. Celui dans lequel Schler a découpé les mots pour faire la demande de rançon. Ouais, ouais. Le problème est le suivant. Il paraît qu'entre l'heure où vous avez reçu la demande de rançon et celle où l'officier de police local a pénétré dans la chambre, la personne chargée de faire le ménage a déclaré. J'ai nettoyé la chambre, je n'ai pas remarqué le vieux journaux découpés, sinon je les aurais sûrement enlevés. Et alors? Ben, je me demandais si vous n'auriez pas une petite idée. Mais je ne vois pas pourquoi j'en aurais. Il y a des chances que, non, cette personne a probablement oublié de faire la chambre. Et quand on lui a demandé si elle n'avait rien marqué, elle a menti pour dissimuler sa négligence. Menti pour dissimuler sa négligence. Possibilité. je crois qu'on a bien rétabli la vérité.
Eh oui, c'est ce que vous venez de faire.